Aujourd'hui, nous parlons d'écouter. Le titre même du jour 3, c'est apprendre à écouter activement. Apprendre à écouter activement. Et le verset qui va nous accompagner, c'est un verset de Philippiens 2, euh, verset 4. Philippiens chapitre 2, verset 4, où il est écrit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est l'apôtre Paul qui écrit aux Philippiens. Je rappelle aussi que ce troisième jour correspond bizarrement au troisième jour du livre Les secrets de la communication conjugale, le livre qui est un peu l'appui de notre programme. C'est le troisième chapitre, l'écoute attentive et bienveillante. Mais l'écoute aujourd'hui dont nous parlons, c'est l'écoute dans une communication, dans le sens du dialogue, parler et écouter. Et nous savons que parler et écouter font partie des premières notions de communication conjugale. Il y en a d'autres que nous verrons par la suite. Et notre défi d'aujourd'hui, on peut l'annoncer dès le début, c'est d'être capable d'écouter sans interrompre. Le défi, c'est ce jour-ci, pendant la discussion avec votre conjoint, concentrez-vous uniquement sur l'écoute sans interrompre ni donner votre avis. Faisons ce petit effort, essayons de voir ce que ça va donner. C'est un peu l'idée que j'ai pensée pour aujourd'hui, comme challenge d'aujourd'hui. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je voudrais qu'on commence par comprendre pourquoi il est important d'écouter. Parce que si on développe un thème comme écouter et on prend tout un jour pour parler d'écouter, cela veut forcément dire que l'écoute ne se limite pas à tendre l'oreille. Sinon, tout le monde, toutes les personnes qui entendent. Cela veut dire que notre écoute ira au-delà d'entendre tout simplement. Notre écoute ira au-delà du fait qu'on a prêté oreille et on a entendu. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé l'écoute active. Apprendre à écouter, ça dit pratiquer l'écoute active. Donc, l'objectif de notre soirée, c'est de réussir à écouter notre conjoint quand nous dialoguons. Réussir à discuter avec notre conjoint de manière à l'écouter pendant que nous dialoguons. Alors, pourquoi il est important, puisqu'on commence par là, pourquoi il est important d'écouter? Pourquoi c'est important? Il est bien que chacun d'entre nous comprenne pourquoi c'est important. Ça permettra peut-être, en comprenant pourquoi c'est important, de mieux gérer l'écoute dans le couple. C'est quoi l'écoute active? Parce qu'on va parler, quand on va parler de l'importance de l'écoute, on va parler de l'écoute active, on va parler de l'empathie. Mais pour définir l'écoute active, il est bien de définir d'abord les autres sortes d'écoute. Il y a la première sorte d'écoute que les gens pratiquent beaucoup, c'est l'écoute qui fait l'intérêt. C'est-à-dire que quelqu'un est en train de te parler et tu fais semblant de l'écouter alors que tu es connecté à autre chose. Tu es en train de faire autre chose, mais tu donnes l'impression d'écouter. Il y a une deuxième forme d'écoute qu'on appelle l'écoute protectrice. C'est-à-dire que pendant que tu écoutes la personne qui parle, tu te protèges. Il y a des mots que tu ne veux pas entendre, auxquels tu es allergique. Alors que l'écoute active, c'est vraiment donner son attention sincère dans le but de comprendre ce que le conjoint veut qu'on comprenne. C'est-à-dire que l'écoute active consiste à être pleinement présent et engagé dans la conversation avec le conjoint. Parce que tu peux être là et ne pas être présent. Ça peut paraître bizarre, mais nous qui avons fait un peu de philosophie, on comprend bien que quelqu'un peut être debout avec toi sans être présent. Donc, il y a non seulement le fait d'être présent pendant que l'autre te parle, mais être engagé dans la conversation avec lui. C'est ça qui te permet de l'écouter de façon active. C'est écouter vraiment attentivement ce qu'il dit sans l'interrompre, sans être distrait. Parce qu'on peut avoir une écoute où on n'interrompt pas l'autre, mais on est totalement distrait. On est en train de regarder ailleurs, on est en train d'écouter autre chose, on a son téléphone qui nous préoccupe, qui nous ramène à des choses qui ne sont pas, qui ne font pas partie de l'écoute. Donc l'écoute implique le fait de montrer de l'intérêt à son conjoint, de montrer que ce qu'il dit t'intéresse, ce qu'elle dit t'intéresse, et tu veux qu'il voit et qu'il comprenne que tu comprends de quoi il veut parler, tu comprends de quoi il se soucie, tu comprends ce qu'il veut que tu comprennes. Et depuis hier, j'ai commencé
à utiliser cette expression-là en disant il faut comprendre ce qu'il veut que tu comprennes. Il ne faut pas comprendre ce que toi, tu crois que tu dois comprendre, mais il faut comprendre ce que lui, il veut que tu comprennes. Lui, il a quelque chose qu'il veut que tu comprennes. Il utilise un jargon en espérant transporter ce qu'il veut que tu comprennes jusqu'à toi. Mais parfois, cet équipement, ce canal qu'il utilise pour transmettre le message est parfois défectueux, parfois pas suffisamment, pas un bon canal. Et donc, c'est toi maintenant de faire l'effort pour réussir à obtenir, à comprendre ce qu'il veut que tu comprennes. Et c'est ça qu'on va appeler l'écoute active. Et voilà quelques éléments clés qui caractérisent une personne qui est en train d'écouter de manière active. Ou alors des éléments que la personne qui veut écouter de manière active doit intégrer dans son écoute. Premier élément, l'attention. Ça dit que quand c'est une écoute active, il faut arrêter tout. Il faut accorder à l'autre toute son attention. Il ne s'agit pas d'être en train de regarder un match de la CAN en disant à son conjoint, tu peux parler, je t'écoute, même si je suis en train de regarder une action, je suis en train de t'écouter. Les gestes que tu poses, parce qu'on a raté un but, tout ça, sont la démonstration claire que tu n'étais pas dans une écoute active. Il faut faire preuve d'attention. C'est-à-dire, je lui accorde toute mon attention. Et puis, on peut dire, oh, est-ce que je peux vraiment accorder toute mon attention? Oui, parce que l'écoute active ne se fait pas toute la journée, sur toutes les conversations. Il y a des conversations où on écoute à demi-mot, mais si on parle d'un dialogue où tu vas appliquer l'écoute active, tu dois être attentif. Non seulement tu es attentif à ce qu'il dit, non seulement tu lui accordes ton attention, mais tu vas aussi utiliser des signaux non verbaux qui lui montrent que tu l'écoutes. Les signaux non verbaux, souvent quand on fait une conférence où les gens sont dans la salle, c'est des gestes, des mimiques que nous faisons aux conférenciers. Celui qui parle nous regarde souvent dans les yeux pour espérer rencontrer le regard de la personne. Et l'attitude que tu as, la façon de te comporter, c'est un signal qui permet à l'autre de savoir que tu l'écoutes. Parfois, il y a un regard que tu peux avoir vis-à-vis de celui qui est en train de parler. Tu lui montres que tu désapprouves ce que tu dis. Comme ça peut lui montrer que tu es d'accord, il peut go ahead, il peut avancer dans ce qu'il est en train de dire. Donc, ne négligez pas le non-verbal, ne négligez pas tous ces signaux-là, parce que ce sont des signaux importants pour celui qui est en train de parler, parce que là, on parle de l'écoute. La troisième chose que les gens qui écoutent activement vont faire, c'est qu'elles vont poser des questions. Et les questions qu'elles posent sont pas des questions pour interrompre, parce qu'il faut éviter d'interrompre, mais des questions qu'on va appeler des questions de clarification. La personne va poser la question uniquement parce qu'elle veut mieux comprendre. Elle veut comprendre exactement ce que tu veux dire. Et c'est pour ça qu'elle va poser des questions du genre, est-ce que je dois comprendre que, est-ce que tu veux dire que, en parlant de ceci, est-ce que c'est ceci? Donc, il y a des questions qu'on peut poser, non pas pour s'opposer à ce qu'il est en train de dire ou le contrarier, mais des questions simplement pour qu'il explique mieux ce qu'il est en train de dire. Et puis, l'autre technique qui est très utilisée par euh, les consultants de certaines structures de téléphonie, par exemple, c'est le fait de reformuler, c'est le fait de résumer. Si vous travaillez avec des sociétés comme Orange, comme MTN, qui ont des call centers, vous allez remarquer que quand vous avez un souci et que vous les appelez, le petit garçon, la petite fille que vous allez avoir au bout du fil, va essayer de résumer ce que vous lui avez dit. Non seulement il résume, mais il essaie de reformuler. C'est-à-dire, tu as peut-être fait une opération qui n'a pas abouti et tu ne comprends pas pourquoi l'opération n'a pas abouti et tu vas l'appeler et tu vas dire, d'abord il va essayer de te poser des questions pour essayer de t'identifier, ça c'est des routines, mais après ça, il va te donner la possibilité d'expliquer ton problème. Et quand tu vas l'expliquer, il va essayer de le résumer et pour le résumer, parfois, il va reformuler dans ses propres mots. Donc, si je comprends bien, voilà ce qu'il va dire, par exemple. Si je comprends bien, à 16 heures, vous avez utilisé votre téléphone avec votre numéro pour faire un transfert d'argent qui n'est pas arrivé jusqu'à 13h06. C'est bien cela. Voilà un peu le genre de choses qu'ils font. Et parfois, tu peux te dire, il, est, il te perd le temps, mais en réalité, c'est parce qu'il veut être sûr d'avoir bien compris ce que tu veux lui dire. Et c'est quand tu as confirmé cela que maintenant, il peut continuer. Et vous allez voir qu'il va utiliser les techniques d'écoute active en évitant de t'interrompre. Pendant que tu es en train d'expliquer, il ne va pas t'interrompre. Il va t'écouter jusqu'au bout. Et vraiment, beaucoup de gens ne savent pas que ne pas interrompre
est une grande qualité qui permet à celui qui parle de se juger lui-même. C'est-à-dire, quand vous n'interrompez pas quelqu'un, vous lui donnez la possibilité d'évaluer lui-même ce qu'il est en train de dire pour savoir si ce qu'il a dit est correct ou pas. Parfois, quelqu'un arrive dans un service, il a eu une mauvaise information, il n'a pas été bien informé, donc il vient fâché là pour faire un coup de gueule. Et comme les dames qui sont souvent à la réception ne savent pas qu'il ne faut pas l'interrompre, on va l'interrompre. Plus on va l'interrompre, plus ça va l'énerver. Plus ça va l'énerver, plus il va continuer à faire du bruit. Alors que celle qui a été formée, une vraie secrétaire de direction, elle va l'écouter attentivement sans l'interrompre. Et parfois, moi, j'ai eu des cas où, parfois, à la fin, il s'excuse en disant, ah, je me suis trompé. Parce qu'en déroulant jusqu'au bout, lui-même peut voir les incohérences dans son propos. Il peut voir lui-même que ce qu'il dit ne tient pas. Et donc, il faut faire attention à ce qu'il est en train de dire. Ça, c'est la deuxième chose importante, que la cinquième chose importante. Parce qu'on en a cité cinq. Première chose, il faut être attentif, donc accorder son attention à la personne qui parle. Deux, utiliser les signaux non verbaux pour montrer à l'autre qu'on l'écoute. Trois, poser des questions de clarification, essayer de clarifier un peu. Et puis quatre, essayer de résumer et reformuler ce qu'il a dit. Et puis cinq, éviter de l'interrompre. Quand tu as compris ça, que tu as cette écoute active que tu dois activer, la deuxième chose que tu dois aussi activer, c'est l'empathie. L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre et de comprendre ce qu'il ressent, se mettre dans sa perspective, imaginer son expérience, son vécu, son passé, et essayer de se mettre à sa place pour comprendre ce qu'il est en train de dire en fonction de la position dans laquelle il est. Et ça va t'impliquer de valider ses sentiments. C'est-à-dire que comme je comprends que ce gars a grandi dans un environnement de fils à maman, ou alors cette fille a grandi dans un environnement de fille à papa, ou alors que sa mère dominait son père, je peux comprendre qu'elle ait la tentation de se comporter de certaine manière, parce que là où elle a grandi, c'est comme ça que ça s'est passé. Et elle peut être en train de pleurer parce que je n'arrive pas à lui accorder le pouvoir que sa mère avait sur son père. Mais l'empathie va m'amener à comprendre sa douleur, à admettre même qu'elle est mal, même si la douleur qu'elle a n'est pas fondée. Parce que la difficulté dans les couples, souvent, c'est qu'on veut que quelque chose soit fondé pour qu'on valide. Mais quelqu'un qui a mal, je le dis chaque fois dans les conférences, quelqu'un qui a mal a mal. On ne va pas dire qu'on va attendre que sa douleur soit fondée pour savoir qu'il a mal. Je vous rappelle que si vous allez dans les hôpitaux aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que même les bandits qu'on a tapés dehors, quand on les emmène à l'hôpital, on les soigne. Quand ils disent qu'on a mal, on tient compte du fait qu'ils ont mal. Donc, on ne va pas dire que comme il n'a pas raison, on ne va pas tenir compte de cela. Donc, tu as l'écoute active, tu as l'empathie. En écoutant ton conjoint, il faut appliquer ces éléments d'empathie. C'est-à-dire, un, écouter sans juger. Pour écouter, on peut apporter des éléments de jugement après avoir écouté, mais il faut être capable d'écouter sans juger. J'ai fréquenté beaucoup de milieux où on donnait des conseils et tout ça. Et parfois, j'ai rencontré des conseillers qui sont tellement compétents, mais sont incapables d'écouter sans juger. Tu as des hommes de Dieu comme ça. À peine tu as dit une phrase, il te dit que toi, tu vois que ça, c'est un péché, tu n'aurais pas dû faire. Vraiment, un enfant de Dieu ne fait pas telle chose. Ça, c'est déjà le jugement. Or, la vraie écoute consiste à dire, à laisser quelqu'un qui a même fait une bêtise te raconter sa bêtise jusqu'au bout. Si tu dois apporter un jugement, c'est après l'avoir écouté. Non seulement tu écoutes sans jugement, en lui laissant la possibilité de s'exprimer librement. J'ai un cas comme ça. Je reçois une dame un jour. J'avais l'habitude, quand je recevais quelqu'un qui avait eu une difficulté, j'avais appris une chose que je faisais très régulièrement, c'est chercher dans la difficulté quelle est sa part de responsabilité. Quelle est sa part de responsabilité? Qu'est-ce qu'elle a fait ou qu'est-ce qu'elle n'a pas fait qui peut justifier ce qui lui arrive? Même si elle était opposée à son conjoint, je cherchais toujours quelle est sa part de responsabilité. Et je disais, comme c'est elle qui est en face de moi, je ne peux pas parler de son conjoint qui n'est pas là. Et un jour, je reçois dans une jeune sœur qui vient me poser son problème avec son mari. Et je suis en train de la balader dans le fait que, bon, toi-même, tu vois que
tu aurais dû faire telle chose, tu ne l'as pas fait, ça pourrait justifier, ça pourrait justifier. Et puis une jeune qui était là, qui est, comment on dit, elle est psychologue, elle travaille avec les traumatisés de guerre. Elle est là, elle me dit de côté, elle me dit, mais tonton Roger, ça m'étonne que tu l'écoutes sans jugement, mais que tu n'arrives pas à valider ses sentiments. Elle a mal, elle a mal. On ne va pas chercher ses torts maintenant. Il faut reconnaître qu'elle a mal. Et on est revenu là-dessus. J'ai donné la parole à ma jeune sœur psychologue. Et ma jeune sœur s'est mise à l'écouter et à valider son ressenti. Tout a changé. Le visage de la sœur s'est illuminé. Elle n'a même pas hésité à dire que voilà au moins une personne qui m'écoute. Et donc, même comme je l'ai écouté sans jugement, elle n'a pas considéré ça comme une véritable écoute, mais celle-là qui a validé ce qu'elle ressent, elle a dit, voici quelqu'un qui m'a écouté. Que depuis que je me promène de frère en frère, voici la première personne qui a écouté ma situation. Donc, dans l'écoute, non seulement il faut éviter les jugements, mais il faut valider ce que l'autre ressent. Une femme qui vient pleurer parce que son mari lui a fait quelque chose, ou bien un mari qui pleure parce qu'il a reçu une douleur, on ne va pas lui dire non, ne pleure pas. C'est pas ça qu'il attend. Ce qu'il veut, c'est que en l'écoutant, tu puisses valider son sentiment au point même de faire des remarques dessus, de lui dire que tu comprends cette douleur-là, tu comprends ce qu'il ressent en ce moment-ci. Et ça entre dans ce qu'on va appeler la validation des sentiments et la compassion. Écoutez votre conjoint toujours en faisant preuve de compassion. N'écoutez pas de manière trop froide. Je vous assure, on a tellement enseigné à certaines personnes la mort en soi qu'ils ont perdu tout le sens de la compassion. Ils sont devenus tellement froids qu'on a l'impression que leur cœur s'est asséché. Non, dans une relation conjugale, nous avons besoin de faire preuve de compassion vis-à-vis de l'autre. Une femme peut, dans son cœur, se dire, mon mari ne peut même pas faire autrement. Il n'est même pas capable de faire autrement. Le comprendre, même quand il est en train de se tromper, comprendre qu'il se trompe, mais il se trompe parce qu'il ne peut même pas faire différemment, parce qu'il n'a pas encore ci ou ça pour réussir à faire différemment ce qui se passe. Et non seulement tu as tu écoutes sans jugement. Deux, tu valides ses sentiments. Trois, tu fais preuve de compassion. Mais il ne faut pas faire les trois parce que tu as appris ça à l'école. Il faut faire les trois et refléter le sentiment que tu éprouves. C'est-à-dire que quelqu'un qui est triste doit ressentir que tu te sens, que tu sens sa tristesse, que tu comprends sa tristesse, que tu comprends ce qu'il est en train de ressentir en ce moment-ci. Ça doit pouvoir se refléter. Il y a des gens, des personnes, elles disent, je vais écouter mon mari, je vais écouter ce qu'il dit, mais elle s'assoit comme un morceau de bois. Le gars raconte son histoire. C'est vrai aussi pour les femmes, hein. C'est-à-dire que les femmes aussi ressentent souvent cela avec des maris qui sont froids. Elle raconte sa journée, la douleur qu'elle a eue dans toute la journée. Il ne réagit même pas comme si il y avait quelque chose de grave qui vient d'être dit. Donc, parfois, il faut, même pas parfois, quand tu écoutes quelqu'un avec compassion, quand tu as validé ce sentiment, tu l'as écouté sans jugement, montre aussi que tu ressens ce qu'il ressent. C'est-à-dire que tu dois exprimer cette compassion en montrant que tu ressens quelque chose, que tu es attentif à ses émotions, que tu comprends, tu le comprends, que tu le comprends. Et, et parfois, cette compréhension, cette manière de le comprendre crée une complicité. Imagine donc dans le couple que le monsieur, madame comprenne que ce que je raconte à mon mari l'a tellement touché même qu'il en a pleuré. Elle comprend que vous êtes vraiment connectés. Et ça m'amène donc à vous expliquer que quand on a une écoute active avec de l'empathie qui est accompagnée, on va plus facilement résoudre les conflits. C'est-à-dire que quand il y a un conflit, ça va se gérer facilement, puisque l'autre peut m'écouter sans forcément s'arrêter, commencer par juger. Il est capable d'écouter ma position, comprendre pourquoi ce qui est arrivé est arrivé. Deux, on va être capable de soutenir l'autre. Parce qu'aujourd'hui, les couples ont du mal à se soutenir émotionnellement parce qu'on cherche toujours à expliquer pourquoi tu es dans ce déficit émotionnel. Pourquoi tu as ce problème émotionnel, c'est parce que toi-même tu as cherché. Mais dès que tu ajoutes de l'empathie, tu commences
à avoir euh, la capacité de soutenir l'autre parce que tu le comprends. Et tout ça va donc nous amener à avoir une relation conjugale plus harmonieuse, plus aimante, plus durable. Parce que quand il parle, je l'écoute. Et rappelez-vous, une personne qui écoutait est soulagée, hein, en bonne partie. Hein. Quand quelqu'un a un problème, il cherche une oreille. Hein. Il y a des personnes qui, quand ça chauffe, veulent simplement quelqu'un qui va l'écouter, qui va entendre ce qu'il est en train de dire et qui va prendre la peine de valider ce qu'elle ressent. Valider ne veut pas dire approuver. Valider, ça veut dire que tu es d'accord qu'il ressente ce qu'il ressent. Mais ça ne veut pas dire que tu dis que à chaque fois, il faut ressentir cela. Mais comme tu te mets à sa place dans les conditions dans lesquelles il est, tu comprends ce qu'il ressent en ce moment-là. Mais maintenant, on peut raconter comme ça et croire que c'est évident. Dès qu'on aura fini là, dans 10 minutes ou 15 minutes, je vais aller mettre ça en pratique et puis paf, ma vie de couple va changer. Je vais commencer à écouter activement mon conjoint. Je vais éprouver pour lui de l'empathie. Non, c'est le vœu de cette semaine, de ces 5 jours que nous avons engagés. Mais en vérité, il y a des obstacles à cela. L'écoute là peut être victime de plusieurs obstacles. Et nous avons commencé à parler de ces obstacles tout à l'heure. Les préjugés, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des couples où on n'arrive plus à se parler, où l'écoute est difficile à cause des préjugés. Les préjugés, c'est je sais déjà ce qu'il va me dire. C'est-à-dire que je sais déjà, donc j'ai déjà, je sais déjà. C'est-à-dire que tu as les préjugés, donc jugement avant, et tu as même les jugements. Je vous assure, un jour, je vais peut-être enregistrer une consultation d'une personne qui utilise les préjugés et les jugements. Et vous allez voir comment c'est difficile. Quelqu'un vient te raconter son histoire. Au lieu d'écouter son histoire, tu es en train de l'interrompre chaque fois pour lui montrer que non, ici, tu n'aurais pas dû faire. Non, à cette étape-ci, tu aurais pu faire différemment. Mais la personne n'aura même pas le temps de raconter toute son histoire. Parce que pendant que mon conjoint est en train de me parler, il ne me parle pas seulement des choses sur lesquelles il a raison. Il ne parle pas seulement des choses qui sont bien passées. Je dois être capable d'éviter les préjugés. Les préjugés aussi peuvent provenir de notre situation conjugale. Il m'énerve tellement que bon, quand il commence, je me dis simplement qu'il va même me dire quoi encore. Qu'est-ce qu'il va encore m'apprendre? Voilà les préjugés. Il va encore m'apprendre quoi? Un homme comme lui, là, qui ne fout rien dans sa vie, il va encore me dire quoi? Ça, c'est les préjugés. Et ça va t'empêcher de lui donner toute ton attention. La deuxième chose, le deuxième obstacle qu'on rencontre dans ce genre de situation, quand on veut écouter activement, c'est qu'on n'a pas le temps. Vraiment, pour écouter, on a dit qu'il faut accorder son attention. Si tu n'as pas le temps, il vaut mieux reporter et dire, chérie, je suis très pris ou je suis très prise, ce ne sera pas, vraiment pas possible qu'on discute maintenant. Il vaut mieux qu'on reporte. Et c'est toujours mieux de reporter. C'est mieux qu'il ne se fâche parce que tu as reporté que de l'écouter sans vraiment l'écouter de manière active. Le manque de temps est un vrai obstacle à l'écoute. Ne faites pas les écoutes à moitié. La troisième chose qui est un vrai obstacle aussi, c'est la distraction. Et nous sommes aujourd'hui inondés des objets de distraction. WhatsApp, la télévision, euh, les enfants à la maison et tout, sont des éléments qui peuvent distraire pendant que le conjoint est en train de te parler. Pendant que le conjoint est en train de te parler, il y a une notification dans ton téléphone, tu prends ton téléphone, tu essaies de lire la notification en lui disant non, tu peux continuer, je suis avec toi, je voulais juste répondre rapidement à ce. Ça, c'est la distraction. Il faut éviter la distraction quand on écoute de manière active son conjoint. Et pour éviter vraiment la distraction, on peut mettre son téléphone en mode avion, on peut l'éloigner, on peut éloigner les objets de distraction. Et pour certains, même, on peut aller dans un environnement dans lequel il y a moins de distractions pour pouvoir écouter l'autre tranquillement et l'écouter vraiment activement. De même qu'on a parlé tout à l'heure des préjugés et des jugements, il y a aussi le fait d'être toujours à la défensive. Il y a des gens qui sont toujours à la défensive. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression, chaque fois qu'on veut leur parler, qu'on veut
les accuser, tu veux lui demander un truc, il est déjà en train de s'expliquer, il est déjà en train de se défendre. On ne peut pas passer toute notre relation conjugale sur la défensive. Je dis même souvent aux conjoints que j'accompagne que lâchez-vous de temps en temps. Lâchez-vous. Vous ne pouvez pas être sur le qui-vive toute la vie. Vous ne pouvez pas être sur vos gardes à chaque seconde. Ça dénature la relation. Votre conjoint a besoin d'un conjoint qui est libéré, qui est lui-même et qui veut qu'on l'aime parce qu'il est lui-même, pas parce qu'il est vigilant. Et donc, cette défensive-là, parfois, empêche une vraie écoute. L'écoute, j'ai parlé tout à l'heure de l'écoute protectrice. Cette écoute protectrice-là, je me défends, je me protège, j'ai peur. Qu'est-ce qu'il va encore dire? Et puis, la dernière chose qui est un vrai obstacle à la communication, c'est que les gens n'ont pas la compétence. Il y a des gens qui ne savent pas communiquer. Si communiquer, c'est limiter à entendre ce qu'on dit, tout le monde serait compétent, mais on voit bien que les couples ont des difficultés à se parler, à s'entendre. Cela veut dire qu'il y a une compétence que les gens devraient avoir pour pouvoir euh, se développer là-dessus. C'est pour ça que, par exemple, on a parlé de ce livre, un livre de 250 pages environ. C'est un livre de 250 pages environ qui parle uniquement de la communication et on parle des secrets de la communication conjugale. Ça veut dire qu'il y a des compétences dont on a besoin. Ce qui m'amuse, c'est que j'ai donné ce livre à lire à plusieurs personnes et il y a quelques personnes qui sont en train de lire qui n'ont pas corrigé. J'ai donné à corriger, elles n'ont pas corrigé. Et pourquoi elles n'ont pas corrigé? Elles n'ont pas corrigé parce qu'elles me disent que quand elles se sont plongées dedans, elles ont eu du mal à lever la tête. Parce qu'elles avaient l'impression d'être dans une masterclass, en train de suivre un cours, en train d'apprendre des nouvelles choses. Et donc, c'était tellement attrayant et c'était fluide, tellement fluide qu'on a seulement envie d'aller jusqu'à la fin. C'est le genre de livre que quand tu prends le soir, là, tu veux seulement lire toute la nuit là, jusqu'à terminer le livre. Parce qu'il est écrit un peu comme nous parlons. C'est la même façon que nous avons écrit. Mais j'en parle pour dire qu'on a besoin de ces compétences-là en communication. Et cette compétence viendra du fait que je connais mieux mon conjoint, je peux anticiper certaines choses, je connais les grands principes de la communication conjugale. Et donc, comme je les connais, je les mets en pratique. Je commence par les mettre en pratique sous forme de discipline. Et de discipline en discipline, ça devient une seconde habitude. Et je commence à vivre cette façon de communiquer. Voilà un peu ce que je voulais dire là-dessus. Mais c'est bien de savoir que la connaissance des obstacles que j'ai cités tout à l'heure, quand tu sais déjà que j'ai un problème de préjugés, j'ai un problème de jugement, j'ai un problème de temps, j'ai un problème, tu peux organiser l'environnement qu'il faut pour bien écouter ton conjoint. Tu peux t'organiser pour être capable de bien l'écouter. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, ce serait bien que je vous montre que Dieu nous a donné la possibilité de nous en sortir beaucoup mieux que les autres, en voyant que Dieu nous a donné trois principes bibliques très importants qui nous aident à écouter notre conjoint sans problème, avoir une meilleure écoute. La première chose, qui est une qualité que Dieu veut que nous ayons, c'est l'humilité. L'humilité me permet de connaître, de voir l'autre comme quelqu'un qui peut savoir ce que je ne sais pas. C'est-à-dire que ça m'amène à être humble face à l'autre. Ça m'amène à comprendre que je peux apprendre de l'autre. Parce que celui qui n'est pas humble ne peut pas écouter l'autre. Il sait tout. Donc, il a quoi écouter l'autre. Donc, parfois, on a besoin de mettre de côté notre ego, de reconnaître nos préjugés et nous concentrer sur la compréhension de ce que le conjoint est en train de dire. L'histoire de terminer la phrase parce qu'on est pressé, il commence une phrase, il termine, il commence un concept, tu lui montres que tu connais, puisque dedans, il t'a souvent expliqué ça, c'est un manque d'humilité. L'humilité permet de considérer que mon conjoint a des choses à dire et je dois faire profil bas pour pouvoir écouter attentivement ce qu'il a à dire. La deuxième chose qui est importante à mettre en pratique en tant que chrétien, c'est la patience. La Bible dit que l'amour est patient. Et quand on cite même les attributs de, du Saint-Esprit, on met la patience dedans. C'est la capacité de rester calme
pendant que l'autre parle. C'est la capacité de résister à l'envie de couper la parole, de juger. C'est la capacité d'attendre jusqu'au bout, d'être ouvert et compréhensif jusqu'au bout, de se dire, il y aura un temps où moi aussi je pourrais parler et l'écouter tranquillement. Donc tu as l'humilité, tu as la patience. Et la dernière chose que le Seigneur veut que nous ayons quand nous écoutons notre conjoint, c'est la maîtrise de soi. Ah, combien de fois je n'ai pas vu des couples prêts à se battre à cause d'un mot. La maîtrise de soi. La capacité à maîtriser nos émotions, à discipliner nos émotions et nos impulsions. Que nous ayons des émotions et des impulsions, ce n'est pas un péché. Mais le péché vient quand nous sommes incapables de les gérer. Donc, si je développe, enfin, si je pratique l'écoute active, je dois être capable de maîtriser mes émotions. Quand je maîtrise mes émotions, ça m'empêche d'interrompre l'autre. Ça m'empêche d'être impulsif. Ça me permet de rester cool pendant qu'il parle, concentré à écouter ce qu'il dit, parce que je me maîtrise. Maîtrise de soi, plus humilité, plus patience. Paf, tu as les bons éléments pour commencer à écouter ton conjoint. Je rappelle que c'est dans le livre, hein, tout ça est dans le livre, au chapitre 3. Hein. On parle de l'écoute au chapitre 3. Je vous conseille, après ça, de jeter un coup d'œil là-dessus. Alors, quelles sont les techniques maintenant de l'écoute pour terminer, hein, parce qu'on va terminer là. Alors, pour bien écouter son conjoint, maintenant, c'est la technique, quand tu as bien mis en pratique tout ce que nous avons dit là, apprends les questions de clarification. On a parlé des questions de clarification tout à l'heure. Forme-toi à savoir poser les questions de clarification. Peux-tu m'expliquer davantage pourquoi tu dis, est-ce que tu as un exemple concret pour illustrer ce que tu viens de me reprocher là? Est-ce que je dois comprendre que les clarifications, pour que les choses soient plus claires? Il faut apprendre ça hein, progressivement. La vidéo, elle sera disponible, donc tu peux revenir dessus pour te rappeler que j'ai dit je travaille sur la clarification. Comment je peux poser des questions de clarification à mon conjoint? Et c'est vrai qu'il y a des couples où communiquer est très, très compliqué, très difficile à cause du fait que l'autre n'est pas dans les bonnes dispositions. Tenez toujours compte de cela. Ne dites pas, j'ai appris à famille à cœur qu'on fait ci, je mets seulement en pratique. Voilà. Non. Tenez compte de l'environnement, tenez compte du conjoint et sachez quel type de questions de clarification on peut lui poser et comment on peut lui poser ces questions. Il peut arriver même que pendant l'écoute, on soit obligé de noter pour revenir dessus après. Vous avez parfois des conjoints qui sont impulsifs, nerveux, dictateurs, tels que quand il a commencé, vous ne pouvez pas poser la question, vous pouvez noter et revenir plus tard quand c'est plus calme. Parce que dans une écoute, pendant la dispute, parfois il peut considérer tes questions de clarification comme un mépris. Quand je dis quelque chose, tu n'entends pas, et ainsi de suite. Non, on peut, à ce moment-là, on dit on va prendre des notes pour revenir dessus. La deuxième chose, qui est une technique aussi, qu'on a parlé tout à l'heure, c'est la reformulation. Si je comprends bien, tu me dis que, donc tu reformules un peu ce qu'il vient de dire. Si ça vous échappe, téléphonez demain à un des opérateurs, là, dans un call center d'un des opérateurs, vous allez voir comment il reformule le problème que vous avez posé. Vous allez voir sa reformulation du problème que vous avez posé et vous allez mieux comprendre dessus. Mais vous pouvez aussi faire des recherches dans le domaine de la reformulation ou me contacter inbox pour qu'on fasse quelques exercices de reformulation en fonction d'un certain nombre de circonstances de la vie conjugale. La troisième chose, c'est, on a parlé aujourd'hui de valider les émotions. On peut par exemple dire à la personne, je comprends ce que tu ressens en ce moment-ci, vraiment, devant ce genre de situation, je comprends que tu ressens cette colère, c'est vraiment frustrant. Bref, il faut valider son émotion. Même si toi-même, dans les mêmes circonstances, tu n'aurais pas reçu, tu n'aurais pas eu les mêmes émotions, lui, avec son background, tu peux comprendre que lui, il a ces émotions-là. Il n'a pas le même niveau que toi émotionnel et donc il peut vivre ça. Et donc, il faut l'accompagner là-dessus pour lui montrer que tu comprends ce qu'il ressent. Et c'est ça qu'on va appeler euh, la validation. Et ça permet, je vous ai dit pour l'exemple de la jeune sœur, de se sentir entendue. La jeune sœur s'est sentie comprise. Elle a dit, la première fois qu'une personne me comprend. Après, elle m'a dit, tonton Roger, peut-être c'est parce que c'est une femme, mais qu'elle me comprend. Mais moi, je comprenais puisque j'avais déjà discuté
avec la jeune sœur, que c'est parce que la sœur a validé ses émotions qu'elle a l'impression qu'elle est comprise, qu'elle comprend qu'elle est comprise. L'autre technique, la dernière, la quatrième, très important, le contact visuel et le non-verbal. Le contact visuel et le non-verbal. Dans le livre, j'ai quand même apporté un petit détail sur le contact visuel en disant qu'il faut tenir compte de la culture dans laquelle vous êtes. Il y a des cultures où une femme qui regarde son mari dans les yeux pendant qu'il lui parle peut être considérée comme un défi, comme s'il défiait son mari. Tenez compte de ça et trouvez quelques alternatives pour comment contourner cela. Mais quelle que soit la culture, si le garçon est développé, s'il a grandi, il a fait des études, normalement, il devrait savoir que le contact visuel est important pour montrer que je te suis, que je t'écoute. Le non-verbal aussi est très important. Donc, apprenez à pratiquer régulièrement ces quatre choses que je viens de citer. J'ai dit, il y avait les questions de clarification, la reformulation, la validation des émotions et le contact visuel, le non-verbal aussi. Apprenez à pratiquer cela. Comme ça, c'est un travail qui va être revu tout le temps. Je voudrais vous rappeler que nous donnons, on va dire comme ça, les B.A.B.A. Le livre revient dans plus de détails, ça va plus en profondeur, avec à la fin de chaque chapitre, il y a des questions de réflexion qui permettent de réfléchir sur le concept on a développé. Il y a quelques questions de réflexion, comment s'exercer à écouter, demander à Dieu, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est des petits éléments qu'on trouve dans le livre qui permettent d'améliorer l'écoute dans le couple. Donc, c'était ça l'essentiel que je voulais partager aujourd'hui. Enseigner aux gens en 30 minutes comment écouter en nous disant l'exercice qu'ils vont faire de manière quotidienne va les amener à devenir des bons écouteurs. Et vous allez voir, quand vous êtes un bon écouteur, les gens vous cherchent pour vous parler. Les gens cherchent à se confier à vous parce qu'ils retrouvent en vous une oreille qui écoute, une oreille qui est disponible pour écouter, pour écouter ce que l'autre est en train de dire. Donc voilà, pour aujourd'hui, pour le troisième jour, on a encore 2 jours, demain jeudi et après-demain vendredi pour la clôture. Je rappelle encore que les livres sont disponibles